Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, nous sommes au Bike & Coffee Tête de Course à Nyon. Vous l'aurez compris, c'est le premier bloc de ce lundi 25 septembre, ça va vite. Ça va très vite, on a déjà joué 4 voire 5 matchs de championnat, 6 même, pour certains. Le championnat a bien repris et évidemment votre émission favorite, je l'espère, est maintenant à trouver gentiment sa cadence. On se retrouve tous les lundis et puis on vous annoncera très bientôt de nouvelles surprises avec d'autres émissions fixes sur Planète Hockey, la radio et sur notre chaîne YouTube. Bonsoir messieurs, bonsoir Christian Ponty. Bonsoir Lucas. Bonsoir Laurent Perroton. Bonsoir Philippe. Vous avez passé un beau week-end? Ouais, très bien. Il y a de quoi voir. Hein. Ouais, il y a de quoi dire. Il y a du plaisir à tous les instants. Ouais, ça nous a manqué quand même. Hein. Plein de surprises, tout est beau. Et le rythme, il était là quand on pense que certains ont disputé déjà 3 matchs en 5 jours. C'est hallucinant. Je parlais avec Philippe Neubulaire tout à l'heure et en fait, ce qui est hallucinant, c'est par exemple la semaine prochaine, il y a mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Donc vous avez tout le temps du hockey, donc c'est une fréquence assez importante si vous voulez suivre tous les matchs. C'est assez tenace en fait. C'est un plein temps quoi. C'est assez tenace, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon messieurs, on va faire nos rubriques habituelles et on va commencer par nos casques d'or et nos casques de plomb. Je ne sais pas si vous avez gratté sur la question. Moi de mon côté, j'ai été simplement, je vais citer un club pour mon casque d'or et vous allez très vite comprendre pourquoi. Getseka Lions. C'est mon casque d'or parce que je trouve extraordinaire qu'une formation dite de réserve et qui fait de la formation justement se retrouve en tête du classement après 4-5 journées de championnat. Et c'est à l'image de la fin de saison dernière où ils ont fait une très bonne saison. Ils ont une demi-finaliste. Ils ont une brillante génération et en plus il y a quelques joueurs qui jouent déjà en National League qu'ils envoient régulièrement. On a vu Rohrer marquer hier, Stinkov, le gardien qui a joué pas mal de temps avec la Swiss League, donc c'est vraiment impressionnant. Alors justement, Marco Bayer, l'entraîneur de cette équipe, s'exprime aujourd'hui sur le site internet du club et nous avons repris une partie de l'interview sur planethockey.com où finalement ça ne dérange pas du tout qu'on lui pique ses meilleurs joueurs tout au long de la saison. Il est là pour faire de la formation. S'il est nouveau demi-finaliste, il est content, mais en fait c'est vrai que c'est le genre de formation qui de toute façon ne peut pas viser grand-chose puisqu'on ne pourra pas avoir CTC et Getseka en première division dans notre National League. Donc c'est vraiment un club formateur. C'est ce que voulait faire Zurich, c'est ce que voulait faire Zug. Et justement, ça enchaîne une question que je me permets de poser tout de suite. Pourquoi Zug n'a pas continué dans cette voie ? Moi, je peux vous répondre par rapport... J'ai posé la question à certaines personnes qui travaillaient à Zug à cette période. Et en fait, le constat est que la marche est très haute entre la Swiss League et la National League et surtout dans l'apprentissage, quand tu fais une équipe de formation comme ils avaient eux, ils perdaient tous les matchs et ça a amené un petit peu à former des losers un petit peu. Et c'était ça un petit peu par rapport au coût investi et au retour sur investissement et le nombre de joueurs qui arrivaient à intégrer la première équipe, ça coûtait beaucoup trop cher, c'est pour ça qu'ils ont arrêté cette formule-là. Oui, mais à Zurich, ils sont un certain nombre, donc ça veut dire qu'on travaille encore différemment et mieux, peut-être côté Zurich, quoi. Ouais. Si tu fais une équipe de formation, il faut que ça soit une équipe compétitive. Et Zurich, quand même, quand on regarde à chaque fois, chaque année, sur les dernières saisons, ils ont quand même investi dans des étrangers assez performants dans la Swiss League, ce qui n'était pas le cas tout le temps à Zug, et ça permet aussi d'avoir des résultats et de gagner des matchs. Ouais, mais c'est surtout, je pense que c'est l'exemple même de ce qu'on aimerait qui se passe dans le hockey suisse. C'est un vrai farm team et en fait des fois on oublie mais Getse à la base ils devaient monter en Liga, ils n'ont pas réussi et après ils ont mis l'argent du côté de Zurich, mais en fait à la base Zurich c'était un club entre guillemets ambitieux qui jouait dans une petite patinoire. Souvenez-vous les années promotion contre Lausanne, et en fait après ils ont toujours eu une pépinière de talent incroyable et pas seulement au niveau de la Ligue B, même en dessous.
D'ailleurs, les juniors élites de Zurich, c'est Getse, c'est pas Zurich. Alors qu'il y a des élites B à Zurich. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Bon, enfin, si on regarde de toute façon le classement de la Swiss League, ça nous permet de dire un mot sur la Swiss League. C'est un instantané. La Chaux-de-Fonds n'a quand même pas le début de championnat idéal. Et puis Holton, c'est pas ça. Viège, c'est pas ça. Non, et Bâle commence à toujours décliner. Donc... Viège, c'est catastrophique. Ouais. Viège, par rapport au contingent, à l'argent investi, c'est vraiment très mauvais. Ouais. Bon, il y a encore donc des matchs, Getseka profite aussi un petit peu peut-être de la contre-performance sans doute provisoire des grands clubs de Swiss League. Martigny fait un bon début de saison. C'est bien. Martigny a perdu les 2 premiers mais très peu et puis a gagné les 2 suivants contre Turgovie, une équipe qui a l'habitude d'être dans le top 4 et puis a été gagné à Viège. Donc Martigny fait un très très bon début de saison. Holton est moyen aussi, faut le dire. C'est pas ce qu'on attendait. Holton et la Chaux-de-Fonds sont les 2 formations qui se sont le plus renforcées en vue de la National League, avec Viège bien sûr. Et finalement les 2 équipes les plus sympathiques entre guillemets et les plus étonnantes et celles qui donnent un peu de fraîcheur à cette Swiss League depuis le début de la saison, c'est Martigny, vous l'avez dit, et puis c'est Bâle. Ouais. Exactement. Bon, après Martigny, ils ont quelques bons joueurs. Moi je trouve que pour un néo-promu, ils ont quand même beaucoup remanié le contingent. Ouais. Ils ont pris leur temps. Mais ça, c'est aussi la communication. Un joueur par jour, c'était rigolo. Ça nous a tenu en haleine tous les jours. Mais c'est surtout qu'ils attendaient un petit peu avec les partenaires team pour avoir des joueurs à moindre coût. Parce qu'ils n'ont pas un budget extensible. Donc du coup, avec les moyens qu'ils ont à disposition, ils ont une équipe compétitive. Et puis on attend avec intérêt la suite du championnat avec le HC Sierre. Voilà, ça c'était donc mon casque d'or que j'attribue au Getseka Lions. Casque d'or de Christian Ponty. Alors moi, mon casque d'or, il vient au LHC en ce début de saison réussi. Et c'est tellement important de bien démarrer, enfin. Et en fait, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, ce qui me plaît dans ce LHC, c'est que tout le monde marque. Le talent est bien dissous, on va dire. Évidemment que je pense qu'ils ont gagné aussi au bon moment. La victoire contre Genève a fait un bien fou. La confiance est revenue. Et je dirais que maintenant, Lausanne, pour moi, où ils méritent un casque d'or, c'est que finalement, ils ont quand même beaucoup travaillé pour en arriver là. Et je pense qu'il n'y a que 6 matchs, mais c'est vrai que 6 matchs, il y a déjà des tendances. Et surtout, au bout de 6 matchs, il y a quand même un peu de confiance qui se met en place. Et il y avait quand même aussi des jeunes joueurs qui arrivaient. Donc moi, je dirais enfin, et puis enfin Lausanne a ce bon début de championnat. La seule chose que j'espère, c'est que maintenant, le public suive un peu. Voilà donc pour le casque d'or de Christian Ponty, celui de Laurent Perroton. Moi, en général, c'est assez collectif, mais là, j'ai mon casque d'or et mon casque de plomb, c'est à des individualités. Donc là, moi, je suis vraiment très impressionné. Donc, je donne mon casque d'or à Christophe Berchi. 5 points, 3 goals de passe, plus 2, associé à Delarose et Domenico, l'international suisse, éclabousse ce début de saison par sa vitesse, surtout son volume de jeu, aussi bien défensif qu'offensif, et sa complémentarité avec ses 2 compères. Et surtout, ce qui ressort un petit peu de ses interviews et de son langage du corps et de son visage, c'est qu'il prend beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est très, très sympa à voir. Et actuellement, pour moi, c'est le meilleur joueur suisse du championnat. Vraiment, quand je parle de volume de jeu, tout le monde voit ses exploits individuels, mais moi j'ai observé le nombre de replis défensifs. Il est au four au moulin. Il arrive avec sa vitesse à couper les lignes de passe ou à sauver des situations ou à mettre Berra dans des meilleures conditions. Donc vraiment un début de saison remarquable et enfin il est constant et il joue à sa véritable valeur. Ouais, et puis je trouve ce qui est impressionnant, c'est sa confiance. T'as vu comme il est en confiance. On voit, ça respire dans les interviews aussi, pareil. On dirait qu'il doute de rien. Il est à son prime. Vraiment, c'est la définition pour moi du prime. C'est le joueur emblématique de Fribourg et il est là, en guillemets. Il a été engagé un peu pour la succession de Sprunger et il est en train de le faire. Et c'était pas évident parce qu'on oublie des fois que la patinoire est pleine, la pression doit être permanente. Et lui, je dirais même l'année passée, quand ça allait moins bien, déjà il s'en sortait bien, mais il est dans la continuité. Et il mérite amplement aussi ses championnats du monde chaque année, je trouve. Bien, voilà donc pour le casque d'or de Laurent Perroton. On va passer au casque de plomb. Je commence. Vas-y. Vous avez raison, Laurent. En fait, c'est vrai que les casques, on devrait plus peut-être les attribuer à des individualités qu'à des groupes. Alors moi, c'était exceptionnel, je vais feinter. Je vais attribuer à un groupe d'individualités. C'est aux étrangers de Genève Servette. Ça veut dire 3-4 individualités. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Que fait Artikainen ?
Que fait Vatanen avec ses erreurs à répétition? Que font d'autres dont j'ai même oublié le nom tellement on les voit pas? C'est ça ma question. C'est ça mon gros problème aujourd'hui. Alors j'attends vos réponses. Bah, on va faire les casques, mais après on va venir club par club. Ouais, on moi va aussi, répondre, mais On enchaînera peut-être Ouais. avec le cas Genève Servette. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. C'est vrai. Bah, moi, en fait, dans la continuité, si tu veux, j'y vais aussi. Allons. Alors, moi, en fait, mon casque de plomb, bah, c'est à Teemu Artikainen. Dieu sait si ça me fait mal au bide de le dire parce que j'adore ce joueur. Mais voilà, il est invisible. Puis en ce moment, en Genève, ils auraient vraiment besoin de Bélix. Et le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que, voilà, quoi, on peut même plus dire que c'est un diesel parce que là, le problème, c'est qu'il est vraiment pas prêt. C'est flagrant. Et en fait, 5 matchs, 0 points. Alors, contrairement, je suis pas aussi dur avec Vatanen parce qu'il a quand même 5 points, Vatanen. Bon, mais il fait beaucoup Bien d'erreurs. sûr, bien sûr, C'est incroyable. mais au moins en tant que défenseur, il a déjà 5 points. Lui, il est à 0 points. Et là, effectivement, je pense que bon, il n'y a même pas de secret, on sait très bien. Le problème, on sait pourquoi il est dans cet état-là, parce qu'il est arrivé tard comme l'année passée, enfin, il a pêché tout ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas très pro quand même. Et puis là, le problème, c'est qu'autant l'année passée, comme ça déroulait, ça prêtait pas à conséquence. Cette année-là, c'est vrai qu'en plus avec les absents, pour moi, Artikainen, c'est vraiment insuffisant, vraiment. Alors moi, je vais copier tout le monde, mais moi j'avais mis Teemu Artikainen aussi. Mais c'est surtout pour sa préparation estivale. Parce que l'année dernière, il est arrivé, il était hors de forme, mais là, il est hors de forme. Il y a des choses en off qu'on nous dit. Je vous dis pas le poids, le surpoids, les kilos qu'on nous a annoncés, mais en fait, quand on le voit jouer, on dirait un vétéran, hein, vraiment. On dirait qu'il a rien en termes de patinage. Alors que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait quelque chose qui m'avait marqué la précédente saison. En finale, il a 2 breakaways et il met tout le monde. En fait, c'était pas le même. Là, il est trop lourd. Là, c'est donc 0 points. C'est donc plus-minus -5. Et il est quand même aligné autour de Maninen et Hampala. Et il joue les powerplays. Ce gars-là, il est champion du monde, champion olympique et champion en titre. C'est une faute professionnelle. Et J'osais à peine le dire. Non, mais c'est une faute professionnelle. Ça sent la faute professionnelle. Non, c'est une faute professionnelle. Et surtout, ce qu'on entend aussi, c'est que le départ d'Omark l'a quand même affecté, mais il y a quand même Maninen qui l'a remplacé. Mais ma foi, ça fait partie d'un athlète de haut niveau d'accepter ce genre de décision. Surtout que c'est Omark qui a demandé à repartir dans son pays natal. Mais là franchement, même dans les duels, quand il est dans le slot et qu'il y a un puck qui arrive, canne contre canne, on le sent faible. Donc c'est vraiment très inquiétant et je me demande pas s'il ne faut pas qu'il fasse une vraie préparation physique, une réathlétisation pour pouvoir être performant et le mettre quelques temps en tribune. Mais je sais que du côté de... C'est marrant parce qu'on tenait un peu le même discours en début de saison dernière. Non, mais pas aussi dur, mais on s'était dit un petit peu de tribune. Là, il y a encore quelques kilos en plus, c'est un joueur atypique qu'on apprécie énormément. Mais là, c'est pas respectueux pour le logo qu'il a sur le maillot, en fait. Et c'est ça qui me dérange le plus, là. Si on envoie Kenins en Swiss League, quelque part, non mais je veux dire quelque part, je dis pas qu'il faut le faire, mais quelque part, ça pourrait être le cas pour lui, c'est ça que je veux dire. Parce que là, il est clairement hors de forme. Envoyez-le en stage à la chaux de fond, vous verrez, vous verrez s'il apprécie. Mais la différence, c'est que à la limite, ils sont fous. La différence avec Kenning, c'est que il y a pas qu'un problème de physique. Hein. Non, c'est mentalité. Non, mais il y a un problème aussi de contractuel, etc. Ils essayent aussi de peut-être s'en séparer. On sait qu'il n'est pas dans les papiers de tout le monde à Lausanne, mais là, c'est un étranger sur lequel on compte. C'est ton leader offensif et c'est pas le seul, hein, on y reviendra après. Finalement, est-ce que le faire jouer un petit peu plus, est-ce que ça lui ferait du bien justement quand il y a possibilité, quand il n'y a pas le calendrier en parallèle, est-ce qu'on pourrait l'envoyer jouer un petit peu en Swiss League? Là, il ne faut pas qu'il joue, il faut qu'il aille le courir. Là. C'est ça. Il faut qu'il aille le courir parce qu'il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme, faut qu'il perde du poids, il est trop lourd. Ouais. Il est vraiment trop lourd. Et puis la Suisse, c'est une ligue qui joue pas physique du tout et qui patine. Et là, il est dépassé. Franchement, c'était malaisant. C'était malaisant à Lausanne et à Fribourg de voir le niveau de certains joueurs. Ouais. Ouais, on aurait dit qu'il se cachait parce qu'il n'y a pas trop le choix.
Bon, messieurs, ça va de pair. Moi, je vous propose de continuer à parler des clubs, même si là, ça allait de pair avec une des questions que je vais donc tracer. Mais c'était simplement une remarque de Marc de Mérin. C'est simplement une remarque qu'il nous a envoyée. Les étrangers du GSHC sont nuls. Voilà. Alors, ça, c'était sa remarque. Non, voilà. mais alors, on peut répondre. Vatanen, c'est 5 points, moins 2, mais pour moi, il est fautif au départ ou à l'arrivée sur 5 situations de goal. Donc, c'est pas ce qu'on demande aussi. C'est bien qu'il produise offensivement, mais il faut qu'il s'applique défensivement. Maninen, c'est 2 points, moins 4. On a senti des possibilités, mais c'est très insuffisant. Winnick, c'est 1 point, moins 1, et on se demande si c'est pas l'année de trop. Filppula, c'est 1 point, moins 3, on demande si c'est pas l'année de trop. Et puis, évidemment, on a Apala qui est arrivé, qui a été transparent les 2 matchs où il a joué. Et puis, Lennström qui est blessé. Donc, c'est vrai que la Légion étrangère, aujourd'hui, à Genève, n'est pas du tout au niveau d'un champion en titre. Et en plus de cela, on a des joueurs suisses qui sont complètement à côté de leur patin. Donc ça amène une équipe qu'on ne reconnaît absolument pas. C'est ce que j'allais dire, parce qu'alors on aborde le sujet vraiment Genève Servette, la thématique Genève Servette. Alors on parle beaucoup évidemment des étrangers, c'est normal avec les noms qu'il y a. Certains évoquent encore le souvenir d'Henrik Tomernes, évidemment, il manque. Il manque sur la glace, joueur majeur non seulement à Genève et du championnat, il manque sur la glace. Et dans le vestiaire. Et puis alors par contre, même des collègues de la presse écrite qui d'habitude sont parfois un petit peu sympathiques avec tout le monde, on même dit politique. Voilà, on va dire politique. On carrément montré du doigt les Rhodes, les Suisses quoi. Voilà. Rhodes, c'est celui que j'ai tiré le moins justement. Alors j'ai envie de dire tiens maintenant, comme les étrangers ne sont pas vraiment performants, on compte sur les Suisses et le focus est sur eux. Et attention qu'on ne se prenne pas trop justement facilement à ces Suisses qui sont censés être les leaders suisses comme Rhodes et compagnie, parce que justement c'est un des plus acceptables. Non mais déjà, premier Rhodes, il est en shape. Physiquement, il est prêt. Déjà, premièrement. Ensuite, deuxièmement, tu prends le match à Fribourg, il fait une grosse charge, mais il y a une réaction. Quand il va aux interviews, il triche pas. Contre Ajoie, c'est lui qui ouvre le score. Donc Rhodes, c'est un de ceux qui passe encore entre guillemets un peu entre les gouttes, parce que lui, au moins, il a une réaction. Mais moi, j'ai marqué un truc qui m'a frappé. Moi, je cite les Suisses cette fois-ci comme étant un problème. Je vais vous parler de Rhodes. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que il est en forme, mais techniquement, c'est pauvre en ce moment. C'est pas le Rhodes. Il n'a pas des immenses mains. Non, mais il y a eu quand même beaucoup d'erreurs de passes. Donc, il se bat. Il est en forme, mais il manque de confiance et puis techniquement c'est moyen. Il y a d'autres joueurs suisses qui sont bien mieux, moi je trouve. Je vous propose de reparler de Rhodes un petit peu plus tard, puisqu'il est dans une des questions d'auditeurs. Alors voilà, on a parlé de Rhodes, il y a d'autres Suisses qui sont pas là, quoi. C'est un tout finalement. Miranda, Praplan, absent. Bertadja c'est bien, Maillard c'est bien, Joris c'est bien, Pouliot c'est pas mal, et le reste derrière c'est la catastrophe. Quand on voit déjà le temps d'un Volmin, ça veut aussi dire que la défense est pas au mieux. Dites-moi un défenseur qui surnage à Genève. En ce moment, donnez-moi un nom. Il n'y en a pas. Donc voilà, et les gardiens. Et Robert Maillard. J'ai pas vu le match de Fribourg. Non, mais moi je l'ai vu. Mais Robert Maillard, il s'énerve. Alors il a cassé sa crasse. Oui, mais il y a de quoi s'énerver. Vous savez ce qui s'est passé là ? Pendant 30 secondes, il y a Di Domenico et Berti qui se font des transversales dans la zone en sifflotant. Donc à un moment donné, c'est normal qu'ils pètent un plomb. Il y a aucune réaction. C'est-à-dire que à Lausanne, c'était l'autoroute en zone neutre on avait même rajouté les aires d'autoroute tellement il y avait de la place. Et à Fribourg, dans la zone défensive, c'était dans le slot, ils étaient tous extérieurs en étoile, et dans le slot il y avait de la place, ils faisaient ce qu'ils voulaient, notamment le goal de la Rose. C'était prévisible que ça arrive, donc c'est normal que les gardiens ils essayent de surnager, ils sont énervés, mais là il y a un vrai problème, parce que tu peux prendre d'avoir une série de mauvais matchs, mais dans le contenu et à titre individuel, dans l'état de forme de certains, c'est une catastrophe. Moi j'ai marqué un truc, je trouve que ça correspondait vraiment à la situation. J'ai l'impression que Genève Servette, ils ont la gueule de bois après le titre. C'est vraiment ça. En fait, il y a cette espèce d'élan, tout d'un coup, ça a été brisé.
et ils n'arrivent plus à lancer la mécanique. Et je pense que des fois, on oublie à quel point, effectivement, Tom Ernest, dans ces moments-là, où les deux grands absents, on va pas s'en cacher, puis on faut quand même pas oublier non plus que... Tom Ernest et c'était deux piliers. Quoi. Et puis c'était souvent les bougies d'allumage. Ouais. Et puis l'autre chose, Lennström n'est pas là, hein, ça aussi, ça aide pas. Alors, par exemple, maintenant, si on regarde même au niveau des gardiens, il n'y a pas vraiment un des deux gardiens qui ressort numéro 1 plus qu'un autre. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils sont dans une espèce de léthargie. Puis même eux, c'est la gueule de bois. Ils se réveillent, ils n'arrivent pas, ils appuient sur le bouton, mais ça marche plus. Puis comment ça se passe avec le coaching staff aussi, sachant et connaissant Cadieux, à mon avis, c'est pas un long fleuve tranquille en ce moment dans les vestiaires. C'est très compliqué. C'est ça. Mais si on fait le parallèle des clubs romans de haut de tableau, Bienne, Fribourg, Lausanne, Genève, la profonde différence déjà, c'est que dans toutes les trois équipes citées, tu as Yakovenko et Poka, tu as Pilout et Juice, et puis tu as Gunderson et Borgman qui marchent très bien. Qui marchent très bien. Donc ils marchent très bien. Donc ils font à la qualité de la première passe dans les situations spéciales. Dans les situations spéciales, déjà ça te change ton équipe. Après on viendra sur d'autres détails, mais là c'est hallucinant. Et puis en fait, on avait l'impression que les étrangers menaient Genève l'année dernière. Les étrangers ne sont pas là cette année, et du coup les joueurs suisses sont aussi pas là. En fait, c'est les 16 musicales, mais dans le mauvais sens, en fait. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était malaisant. Moi, j'ai trouvé les deux matchs contre Lausanne et Genève. On était mal à l'aise, en fait. Mal à l'aise de voir ce spectacle. Être champion, c'est aussi un apprentissage. Les après-titres, exactement. Ouais. Ils vont apprendre de ça. On va pas paniquer, évidemment. Parce que Genève va rejouer beaucoup mieux d'ici, j'imagine, peu de temps. Il y a la qualité pour... Il y a des points qui s'envolent. Le truc, c'est on sait que... Grave. Les mauvais débuts, ça peut se payer cher. C'est ça. Il faut juste pas qu'ils rentrent dans... C'est ça. Et puis je pense que l'ambiance doit être moyenne en ce moment. C'est compliqué. C'est incroyable parce qu'en préparation, ils avaient l'air tranquilles, les mains dans les poches. Ça marchait bien. Oui, alors... c'est exactement comme Fribourg il y a 2 ans. Alors là, je vous arrête tout de suite. Le match à Innsbruck, on en avait beaucoup parlé en Ligue des Champions. Ouais, on avait eu des inquiétudes. C'était un premier signe. C'était un premier signe. Et puis, c'est là où on se rend compte... ce qu'a fait Tangness avec Zug, avec pratiquement la même équipe. Un exploit. C'est vraiment dans le sport co aujourd'hui de haut niveau dans un sport majeur dans ton pays. Si tu arrives à être 2 fois champion avec le même coach et pratiquement la même équipe, c'est très très fort. C'est très très fort parce que là, on voit que le mental a tellement pris le dessus. Puis ils l'ont tous dit en début de saison. Oui, on est le champion, ils vont venir beaucoup plus fort. Mais c'est clair qu'ils viennent fort. Genève et Fribourg, s'ils avaient pu en mettre 15, ils l'auraient fait. Hein. Ouais. Donc là, il faut vraiment une prise de conscience. Et le match d'Ajoie n'a pas été très rassurant. Non. Mais en plus, avec le nivellement des équipes, parce que c'est tellement serré, mais comme il dit, même Tampa, elle a fait 2 fois, mais après, c'est dur. C'est juste pour dire, dans tous les championnats, c'est vraiment dur. Et je pense qu'émotionnellement aussi, tu donnes tellement que tout d'un coup, appuyer sur le bouton, rallumer la mèche comme ça peut être compliqué, surtout quand il te manque des éléments qui étaient quand même essentiels. Alors aussi, ce qui ressort un peu, il y a toujours des choses qui filtrent un petit peu, c'est que au niveau du coaching staff, on appuie beaucoup sur le fait que on a été champion, il faut passer à autre chose. Mais de le dire tout le temps, tu rentres dans des fois, ça peut être productif comme avec l'histoire de la coupe, hein. Ouais. Mais ça peut être contre-productif aussi parce que quand ça va pas bien, on commence à dire il nous casse les pieds toujours à nous parler de la même chose. Et donc voilà, il va falloir trouver un nouveau discours pour essayer de remettre tout le monde sur le droit chemin. Et je suis pas persuadé que ça passe par de la sévérité. Ouais, justement. Et puis en plus, ils l'ont quand même tous beaucoup dit, hein, même ici Antoniati. Cadieux, c'est un entraîneur extrêmement exigeant. Et je pense qu'au bout d'un moment, aussi la fatigue mentale dans le discours, ça peut être pénible. C'est la société qui a évolué, mais regardez ce qui ressort un peu du vestiaire à Zug. Pourtant, Tangness, c'est quelqu'un de quand même très posé, avec l'expérience, avec 2 titres. Là, ce qui ressort un petit peu, c'est qu'il est de moins en moins écouté. Discours passe moins. Mais en fait, c'est une usure. C'est pas la qualité de l'entraîneur et la qualité des joueurs ou le mental des joueurs, c'est que c'est une usure. Aujourd'hui, le sport de haut niveau fait que tu te vois plus qu'avec ta propre famille. Et du coup, il y a une usure qui s'instaure et puis on est dans un mode de consommation. Et c'est très très compliqué de durer à haut niveau dans le même club avec une équipe qui change pas trop. Ouais. Bon, autre chose à préciser sur Genève ou on passe à un club suivant ? Non, mais on peut. Déjà, il y a des stats qu'il faut parler. C'est 14e attaque.
Non mais vous avez vu les noms là? Non, c'est pas possible. 13e défense. Après, ils s'en sortent pas mal en powerplay, malgré qu'ils jouent pas bien. Ils sont 6e, 8e en boxplay, 8e au face-off. Voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut améliorer. Et puis après, alors la suite, ils vont à Davos, donc ils sont partis aujourd'hui. Ils vont à Davos. Ça reçoit Rapperswil vendredi et ça va à Zug dimanche. Donc au moins 6 points. Hein. Au moins 6 points. Mais juste pour dire, Laurent, ce que tu viens de dire, moi je trouve, pour ce que j'ai vu en tout cas, pour moi le meilleur bloc c'était le 4e. Ah oui, non mais clairement. C'est juste pour dire à quel point ça va pas bien en ce moment à Genève, c'est compliqué parce que vraiment le bloc qui ressortait c'était le 4e. Bertadja, Joris, Maillard, exactement. Exactement. Ouais. Franchement, donc voilà, ça en dit pas mal quoi. Et puis il faut quand même préciser un truc, c'est Tanner Richard blessé. Alors moi aussi j'ai entendu qu'il était peut-être un peu moins en forme physiquement qu'en début de la saison passée. Il est arrivé, il était pas vraiment prêt, non. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je parle de gueule de bois. Enfin, quelque part, Vasilevski avait raconté ça avec la Tampa. Il disait, exactement, quand tu as gagné le titre, ton été il est plus long, tu es invité partout à gauche à droite, et tout d'un coup tu te remets ton équipement et puis il te serre un peu et puis voilà. J'ai l'impression que c'est un peu ce syndrome. Alors j'espère qu'il va pas durer. Quand tu remets ton casque, on voit plus la jugulaire. Ouais. Ou bien alors quand tu te rends compte que c'est compliqué d'attacher les patins, puis tu tiens ton oxygène. Non mais là c'est clairement. Ça c'est du vécu chez les vétérans. C'est pas par hasard qu'il s'est blessé là. Moi je pense. Ouais, moi non plus, je pense pas. Bon voyage à Davos. Ouais, mais en plus Davos va très très mal. Aussi, y a, le directeur sportif a décidé de changer le coaching staff. Il a engagé Holden qui est dans sa première expérience de head coach. Ça va pas bien du tout. Donc Davos va avoir les crocs demain soir. Donc va falloir être prêt. Et surtout, je pense que Genève, pour gagner à Davos demain, ça va pas être le talent. Ça va être le travail, la solidarité entre eux. Et vraiment faire des sacrifices et être intense 60 minutes et constant. Ouais. Pas forcément t'en mettre 2 et puis tu défends comme des malades. Ouais, c'est comme ça que tu vas gagner moche. Ouais. C'est comme ça que tu vas retrouver la confiance. Et surtout je pense que Davos aura le couteau entre les dents. Parce que déjà, moi je trouve que les matchs de Davos que j'ai vus, j'ai pas retrouvé l'ADN de Davos. Incroyable, c'est pas méconnaissable. Et ça peut pas durer non plus. Donc ils ont besoin de points. Et puis les deux équipes ont besoin de réaction. Sur les 2 journées suivantes, ils vont à Ambry, c'est jamais très agréable. Rapide pareil. Ouais. Et puis ensuite, ils reçoivent Lausanne, qui tourne bien pour le moment. Ouais, bien sûr. On parle de Lausanne alors. On parle vous avez des questions un petit. On fait des intermèdes entre les. Alors attendez. Question. Donc on a déjà parlé des Getseka Lions. Ouais. Dimitri de Lausanne qui demandait si Getseka c'était un bon exemple. On a déjà répondu à la question tout à l'heure. Exactement. Je regarde s'il y a une. Alors le hockey féminin on en parlera après. Les étrangers sont nuls, ça c'est déjà fait. Ça c'est fait. On pourrait peut-être prendre. C'est une question de Rebelle. Il s'appelle Rebelle, je ne sais même pas d'où il ou elle s'appelle Rebelle. Je ne sais pas d'où vient l'envoi, c'était pas Belle précisé. Rebelle. Et justement, c'est là j'allais vous dire, on va reparler de Noah Rod. Pourquoi ne critiquez-vous plus les arbitres ? Parce que Rebelle pense que effectivement le fait d'avoir puni injustement Rod a eu du poids dans le match. Quoi. Bon, le match il était plié déjà. Non. Et ensuite, il y a une question par rapport à ça sur la charge de Noah Rod. Vous avez une question de Lucas Faton. De Lucas, supporter de Bienne. J'ai lu. Ouais. Je la gardais derrière pour enchaîner. En fait, moi je trouve que justement, si on parle pas des arbitres, c'est bon signe. C'est ce que j'allais dire. Ça se passe bien. Moi, je trouve qu'il y a une ligne. Ils utilisent plus la vidéo quand ils sont indécis. Moi, je suis assez satisfait de l'arbitrage en ce début de saison. Mais c'est assez simple. Vous avez vu la réaction de Rod quand il sort. Il crie pas au scandale. Je crois que tout est dit. Ouais. Alors justement, pour reprendre la question de Lucas Faton, ce fameux supporter de HC Bienne, suite à la charge de Noah Rod sur Mauro Jörg, voici ce qu'il dit. Bonjour à toute l'équipe. Est-ce qu'on n'envoie pas un mauvais message en expulsant Noah Rod sur une charge totalement correcte ? Un mauvais message pour les joueurs qui, premièrement, n'oseront plus tenter de belles mises en échec, qui font aussi partie de la beauté du hockey, et deuxièmement, qui cesseront de plus en plus de se protéger en pliant les genoux et en levant la tête. Et enfin, un mauvais message pour les spectateurs qui vont finir par ne plus du tout savoir les règles. Merci pour votre réponse. Oui, mais correct, pas correct. Qui décide ? Parce qu'il y a une grosse part d'interprétation. Il y a déjà la violence du choc.
Donc effectivement, quand tu es arbitre sur le moment, peut-être que... Et puis il y a aussi le moment dans le jeu, on sait qu'il y a de la frustration. Donc est-ce qu'elle est correcte ou est-ce qu'elle n'est pas correcte ? Pour l'arbitre, elle a été jugée incorrecte. Après, est-ce que l'arbitre a les 28 ralentis que nous on a ? Ben non, sur le moment, il les a pas. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, moi... Ils ont été voir après. Voilà, oui, mais en même temps, c'est ce que j'ai dit. Regardez la réaction de Noah Rudd. Alors oui, il est frustré, mais il crie pas au scandale. Donc, après, oui, l'histoire des patins qui sont en l'air, pas en l'air, l'épaule, pas l'épaule, la tête, pas la tête. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense que intentionnellement, à ce moment-là du match, il n'avait pas besoin de le faire, déjà, premièrement. Il y a une part de frustration, ça, je pense que c'est clair. Mais moi, je pense pas qu'en tout cas, ça a été jugé de manière à dire... Ils ont vraiment pensé que c'était une charge incorrecte et ils l'ont pénalisé. Et il y aura des charges, à mon avis, il y aura des cas bien plus litigieux que celui-là. Justement, pour le moment, on est plutôt tranquille, comme l'a dit Laurence, début de saison. C'est ça, pas grand-chose à dire. Hein. Alors moi, moi, l'arbitrage, ça va. Moi, je vais répondre à Christian. Pour moi, elle est complètement correcte. Elle est au bon moment du match. Et je m'explique. Ouais. Elle est au bon moment du match parce qu'en fait, ça va tellement mal qu'il est capitaine. Il envoie 2 messages. Un premier message à Fribourg. Donc aujourd'hui, vous nous avez mis une dérouillée, mais quand vous allez revenir chez nous, on sera prêt. Et le deuxième message, c'est à son équipe. Alors, peut-être qu'il sait qu'en faisant ça, il va sortir du match. Mais il fait ça aussi en tant que capitaine. S'il n'avait pas le C sur le maillot, je ne pense pas qu'il la mette. Après, pour moi, elle est correcte parce que Jorg, il peut la voir arriver. Moi, j'ai absolument pas aimé ce qu'a fait le joueur de Rapperswil, le check dans le dos, alors que le puck est reparti et il a été suspendu. Kashka. Mais par contre, celle-là, elle est correcte et c'est évidemment dans l'ADN du hockey suisse. C'est-à-dire que maintenant, on a décidé d'avoir un sport rapide et d'éviter trop de contacts. Après, il ne faudra pas pleurer en Ligue des Champions et au niveau international. C'est tout. Mais ça, c'est des décisions. On veut un vrai spectacle. On veut plus de genre de polémique. On veut que les joueurs jouent très très simple. Après, en play-off, on laisse beaucoup plus jouer. Ça, faut le dire. L'arbitrage a été beaucoup plus laxiste en play-off que pendant la saison régulière parce que c'est un jeu de play-off. Mais on prend quand même des mauvaises habitudes. Comme je vous avais parlé du cas où le gardien était masqué s'il y avait un bout de fesse. Ouais, ça, on a enlevé. On a enlevé parce que c'est là qu'on gagne et qu'on perd des matchs. Et là, pour moi, voilà, tu es en zone neutre, tu reçois un puck, tu vas la mettre de l'autre côté, tu lèves vite la tête parce que tu sais que ça va venir. Enfin, non, mais moi, je comprends ce que tu dis à propos de Rudd. Je dis simplement que l'arbitre, sur le moment, il l'a jugé incorrect. Ouais. Je dis pas que la charge de Rudd n'était pas correcte ou incorrecte. Peu importe. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que lui, il voulait faire ça. Après, c'est pas forcément... Il se tourne un peu, il est à l'arrêt, voilà. Mais c'est le truc, il n'a pas 200 si le mètres gars d'élan. se blesse, bien sûr qu'on va dire, voilà. Ouais. Mais en l'occurrence, là, il a fait du Noah Rudd, il a mis une grosse boîte. Rappelez la fameuse fois à Fribourg quand il arrive en play-off. Ça a changé, les play-offs. Il a essayé ça. Il y a plein de situations, notamment en play-off. Je vous avais déjà parlé de ça, d'un play-off où on avait joué avec David Delesser qui avait mis un immense chèque alors qu'on touchait pas le puck. Ça a tourné la série. Ils avaient peur après. Juste, c'était contre Dudingen, ils avaient peur. Donc il y a des fois dans le hockey, c'est tellement mental. Christian a donné son casque d'or à Lausanne. Il y a un aspect mental là-dedans. On va y revenir. Et donc voilà, ça dépend ce qu'on veut en fait. Moi, il y a pas mal de choses qui m'interrogent. Au niveau des étrangers, au niveau des gardiens, au niveau de la façon de jouer dans le championnat suisse et de la politique des arbitres, des consignes qu'on leur donne par rapport au niveau international. Moi, j'essaye toujours, pour moi, dans l'ordre, tu as l'équipe nationale, le championnat. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'après, quand je vois les commentaires des gens qui ne sont pas contents parce que l'équipe nationale ne performe pas, cherchez pas plus loin. Voilà, c'est juste. Après, c'est comme tu dis, il y a plusieurs messages en même temps dans le même match. Noah, il a voulu amener quelque chose à son équipe et c'est pour ça que je disais avant, on peut pas lui enlever une chose, c'est que Noah, c'est toujours quelqu'un qui va essayer de réagir. Il va pas rester... c'est pour ça qu'il est capitaine. C'est un vrai capitaine. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Bon, voilà pour cette réponse. Il me reste une dernière question. On va peut-être on sort un tout petit peu du sujet, mais on va la poser comme ça. Après, on va enchaîner avec les autres clubs. C'est Julia de Rochnet. Perry Rochnet en Sud-Bienne. Oui, c'est ça. Quel est le niveau du hockey féminin par rapport à celui des hommes ? En gros, là je résume. En gros, sa question, c'est si on oppose une équipe féminine de Women's League à un club de Première League, est-ce qu'elle peut gagner ? Non. De Deuxième Ligue ?
Non plus. De 3e ligue. Peut-être. Ça dépend du jeu physique. Ça dépend du jeu physique. Moi, je dirais, à l'époque, les bonnes équipes, elles jouaient contre les U17 top par rapport à l'intensité physique. Et maintenant, peut-être certaines équipes de U17 élite. Et encore, il y a de profondes différences techniquement et en vitesse. Maintenant, on a des vrais athlètes, même en U17. Donc, non, on peut absolument pas comparer. Et c'est comme si vous comparez le foot féminin et le foot masculin. Dans les impacts, dans les duels, dans les corners, il y a tellement de différences au niveau physiologique que ça, c'est pas forcément la qualité technique ou la vitesse de pensée ou la tactique qui va faire la différence. C'est l'impact physique. Et c'est là-dessus où il y a des profondes différences. Alors, moi, je dirais, ouais, c'est très difficile à quantifier en fait. Mais déjà, il y a un truc, c'est que jusqu'à 9 top, les filles peuvent jouer avec les garçons. Ouais, et souvent, elles sont bonnes. Hein. Mais pourquoi top? Il y avait la fille Keinec qui a joué longtemps en U17 top à Genève. Voilà, mais pourquoi en top et pas en élite? Pas en élite déjà. Non, justement. Mais pourquoi top? Parce que le jeu en top est un peu moins physique, clairement. C'est ça. En élite, ça frappe déjà. Et en fait, voilà, c'est que le problème, c'est qu'à ce moment-là, le jeu devient différent puisqu'on rajoute l'aspect physique du jeu et ça change complètement la donne. Puis au niveau juridique, vous imaginez, vous avez une fille qui est très talentueuse, vous la mettez en U17 élite et elle prend un check et puis d'un coup, elle se retrouve paraplégique sur un mauvais check. Vous imaginez les conséquences médiatiques pour les gens qui ont pris cette décision et pour la famille, pour les clubs. Non, je crois que... On a quand même eu des gardiennes en maillot K-League. Oui, bien sûr. C'est pas la Florence Schelling et compagnie. Mais... Puis il y a Sophie Antamaten qui a joué longtemps à Sastal et tout. Ouais. Non, mais moi, il y a des... Individuellement, j'ai pas de problème. Moi non plus. C'est collectivement et si on applique les mêmes règles que chez les garçons, sur un match, ça peut faire des différences. Ouais. Vous venez de me mettre face à une réalité que je vais devoir accepter puisqu'il y a 30-35 ans, l'équipe des journalistes du canton de Fribourg, de l'association suisse des journalistes sportifs, avait joué un match contre le HC La Vannerie féminine qui était la première équipe féminine de Suisse. On s'était fait ramasser. Donc on devait vraiment être très 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 nul. Vous êtes nul. Ça veut dire que journaliste, c'est pas hockeyeur. Hein. C'est ça. Mais j'ai quand même marqué un but entre les jambes de la gardienne de celle qui était en équipe de Suisse. Mais tout le monde en parle encore à Fribourg. Bien sûr, surtout du 3 mètres hors jeu. Mais voilà, je salue Christiane Bischoff-Berger au passage. Elle déteste quand je raconte cette anecdote et c'est la réalité, Christiane, je suis désolé. C'était pas Paul Hubscher qui avait lancé cette équipe féminine? C'était Paul Hubscher qui s'en occupait. Ça. Il y avait aussi évidemment, le nom m'échappe maintenant, notre artiste favori. Regardez-moi pas, moi j'étais pas né. Non, mais Paul Hubscher, c'est lui qui a ouvertement fait le dragon de Fribourg, etc. Alors, il y a Paul Hubscher, lui c'était un entraîneur, mais il est aussi artiste. Oui, mais justement, on parle du même, mais maintenant le nom m'échappe, c'est comme Hubert Audria. Voilà. Hubert Audria, voilà, ça me revient. Désolé Hubert, qui nous écoute peut-être, mais c'est un monument Hubert. C'est le seul qui peut... Tous des gars de la basse. Vous savez qu'à Fribourg, il est très respecté parce que c'est le seul qui peut utiliser un boguet sans mettre de casque. Avec ses cheveux, c'est vrai. Avec ses cheveux. Allez, pour l'anecdote, je suis obligé de vous la raconter, celle-là. Ça n'a rien à voir avec le hockey, mais juste pour l'anecdote. Vous savez que Google View passe avec une voiture pour faire des images. Et puis ensuite, quand il y a des gens, on floute les visages. Et Google View est passé par Fribourg. Et juste en face de la gare, vous avez la route des Alpes qui descend vers la basse ville. Et la photo qui figure... ou en tout cas qui figurait, j'ai pas été revoir, qui figurait sur la place de la gare où on voit le début de la route des Alpes qui descend, on voit quelqu'un flouté, mais sur un vélomoteur avec plein de cheveux blonds qui dépassent. Google View, Google Maps a donc réussi l'exploit d'avoir Hubert Audria en photo, sa diffusion mondiale. Il évidemment. Est omniprésent. Voilà, exactement. C'est une petite anecdote, parce que celle-là, je la trouvais quand même assez sympa à raconter. Bon, on revient au hockey sur glace. Exactement. Alors, on a parlé de Genève Servette. On clôt le chapitre Genève Servette. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Lausanne, Fribourg, Ajoie, on va commencer par Ajoie. On va aller dans l'ordre alphabétique. Alors Ajoie. Alors Ajoie, c'est 12e. Ça a perdu à Lugano. Et l'efficacité offensive a fait défaut parce que c'est 27 shoots à 17. J'ai vu le match. Dommage. Après, ça gagne contre Bienne. Au penalty, c'est superbe ambiance. Après, il menait 5-2. Donc
il y a un petit peu des regrets, mais c'est la première fois qu'ils battent bien depuis qu'ils sont remontés, donc c'était sympa. Et puis défaite à Genève, 3-1, on en a parlé auparavant. Maintenant, les gardiens, Tchatcho 88,10, Wolf 85,29, 5e attaque, 13e défense, 14e powerplay, 13e boxplay. On revient dans les standards l'année dernière, donc il faudra trouver des solutions. Azon 7 points, Kohler 7 points, De Vos 5 points, plus 4, plus 3, plus 4. Mais maintenant, moi ce qui m'inquiète par rapport à ce qu'on a vu en préparation, on était très enthousiastes. C'est Odette, Asselin, Gauthier, Gélinas, Brennan. C'est en panne. Odette 2 points moins 2, Asselin 1 point moins 2, Gauthier 0 points moins 3, Gélinas 0 points moins 4, Brennan, Gigi Brennan, que tout le monde encensait sur ses qualités offensives, 0 points. Donc il y a des joueurs suisses qui commencent à se révéler. Derrière, c'est un peu plus solide. Il y a Gillian Kohler. Ouais, Rundqvist qu'on avait mis en avant sur ses qualités offensives. Ah, il a pris la peine là. Et rattrapé par la patrouille. Et il s'est fait déshabiller par Ayala sur le deuxième goal. Et sur le cinquième, c'est lui qui prend pas Kunti. Et ça coûte l'égalisation. Donc lui, défensivement, il est en grande difficulté. Il va falloir qu'il trouve vite ses repères. Et vraiment, c'est les joueurs qui nous avaient impressionnés en préparation sont un peu en panne, malgré les bons résultats. Parce que ça reste cohérence, même quand on perd, on est assez proche, à part la défaite à Zurich. Donc là, vraiment, il va falloir trouver des solutions avec les étrangers qui ne marchent pas, parce que le premier bloc marche sur l'eau, mais on avait dit que si on ne veut pas finir 14e ou 13e, il va falloir avoir 2 lignes de parade. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Alors moi, je dirais juste une chose. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils sont devant Cloton et devant Langnau. Cloton qui fait un début à Joie l'année passée. Hein. Et puis l'autre chose que j'ai envie de dire, ils ont pris une seule fessée, c'était contre l'Ogre Zurich. Autrement, comme il dit, ils étaient tout le temps dedans. Ça, c'est déjà le bon côté. Après, ils se tirent un peu une balle dans le pied parce que contre Bienne, là, ils doivent pas se faire remonter. Alors au moins, ils sauvent deux. Enfin, ils perdent qu'un point, j'ai envie de dire. Et puis surtout, moi, alors ce qui m'inquiète, c'est que l'année passée, alors évidemment, ils avaient un powerplay exceptionnel parce qu'ils avaient un temps de jeu monstrueux. Mais là, ils ont le dernier powerplay, ils marquent une fois toutes les 6-23, c'est insuffisant, ça c'est clair. Et surtout que maintenant, en théorie, ils ont 2 powerplay. Après, Gélinas, il n'est pas prêt, il n'apporte pas encore, il a fait que 3 matchs. Mais voilà. Ouais, il faut lui laisser un peu plus de temps. Ouais, mais on n'en aura pas. C'est ça le problème. Les temps de jeu beaucoup plus répartis. Ouais, ça c'est mieux. Et moi je dirais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont quand même un rythme. Ça veut dire qu'ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Au moins il n'y a pas encore, alors on n'a pas eu beaucoup de matchs, mais un début de spirale de défaite, comme c'est par exemple le cas de Cloton. Ouais. Je peux vous poser une question un peu de béotien, mais on avait loué quand même les qualités défensives retrouvées d'Ajoie pendant la préparation. C'est vrai que défensivement ça joue quand même un peu mieux en ce début de saison régulière. Est-ce que finalement il n'y a pas justement l'offensive des attaquants traditionnels et étrangers notamment n'est pas justement un peu perturbée par le fait que l'on se tourne un peu plus vers la défensive pour encaisser moins de buts et que finalement la balance elle se fait pas bien? Alors la défensive va plutôt bien si on regarde bien. Justement. Mais du coup, quand vous tirez 27 fois et que vous ne marquez pas, il n'y a qu'une ligne qui performe. On devrait au moins avoir 2. Le problème actuel d'Ajoie, c'est clairement c'est Odette. Asselin et puis Gauthier. En fait, cette ligne, elle doit produire plus, ça c'est clair. Parce qu'on sait très bien qu'Ajoie n'a pas 4 blocs. Mais en tout cas, offensivement, ils en ont 2 avec un 3e qui peut tenir la route, avec un Frossard qui peut faire 2-3 miracles. D'ailleurs, il en a encore fait un, on l'a vu, en penalty. Mais voilà, moi je dirais que c'est pas catastrophique, mais il faut que ça se réveille vite. Parce que voilà, le train il part vite. Et ils ont de la chance dans leur malchance. C'est que, comme j'ai dit, Langnau avec Cloton. Avec Cloton, on ne savait pas, hein. mais ils n'ont pas fait un bon début de championnat et ils sont actuellement 12e. On pouvait le prévoir quand même un petit peu. Hein. Mais ouais, oui et non. Oui. Enfin, ils ont quand même fait les playoffs l'année passée, hein, Cloton. Ouais. Oui, mais ils les ont fait, on ne peut pas leur enlever, c'est comme ça. Donc au niveau de la confiance et tout, c'est quand même meilleur. Puis moi je dirais que Cloton, par exemple, si on prend poste par poste, ils ont un meilleur gardien avec Metsola, je pense. Mais voilà, pour l'instant, ils ne performent pas. Mais en tout cas, je dirais que là, il faut vraiment que ce deuxième bloc se réveille. Moi vraiment, si on veut éviter la 13e et la 14e place, puis voir mieux, hein, c'est pour box-play, tu dois être milieu. Et puis Pipi. Hein. Pipi, tu dois être milieu. On a parlé du deuxième trio qui doit performer. Et puis surtout, les gardiens doivent élever un petit peu leurs statistiques, et aux alentours de 90, 92. Et puis là, tu pourras raisonnablement mettre Langnau et une autre équipe derrière.
Mais tant que ça sera ça, par rapport au jeu à 5 contre 5 où ils mettent beaucoup d'énergie, il a plus de contingent donc il l'utilise. J'espère que ça va tenir physiquement. C'est surtout les situations spéciales et puis les individualités qu'on a parlé auparavant qui doivent se mettre au diapason pour pouvoir avoir une fin de saison un peu plus tranquille. Ouais, puis je pense qu'actuellement, au niveau de la répartition des temps de jeu, je pense que c'est quand même plus équilibré du côté d'Ajoie que Langnau par exemple. Et puis si on prend, ok, Genève n'était pas au top, mais ils font un 3-1, ils sont dedans quoi. Donc ça veut dire que, mais maintenant, il faudra attendre. Après environ 10 matchs, là, on commence à avoir les valeurs en place parce que le côté physique, tu peux plus tirer dessus, les gars, ils commencent à être crevés. Enfin, si tu joues trop physique, tu le payes. Donc là, franchement, les temps de jeu, ils sont corrects pour l'instant. Ouais, c'est bien. Bon, écoutez, le championnat, il est vieux de 10 jours. C'est ça, il ne faut pas faire trop de conclusions. On ne va pas encore tirer trop de conclusions, mais ce sont les premières constatations. Déjà en novembre, on pourra avoir ne parlons pas de la pause de l'équipe nationale, parce qu'il risque d'y avoir encore déjà peut-être une autre actualité. De toute façon, ce qui arrive. Si on devait dire, pour moi, la grande surprise à Ajoie, c'est Colère. Personne n'aurait pensé qu'il est deuxième buteur du championnat en ce moment. Mais c'est positif, c'est positif ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'avec tous ces problèmes qu'on a soulevés, ils font un bon début de saison. Ils sont 12e. Donc ça veut dire qu'en réglant un petit peu ces problèmes dans les situations spéciales et puis que les individualités recrutées et le deuxième bloc arrivent à faire des différences, là, franchement, ils peuvent être intéressants. Le top 8, ça sera compliqué, mais si on peut, cette année... il faut toujours viser la 10e place. Non, mais oui, c'est ça. C'est parce que viser la 10e. On a un quatuor, c'est toujours le même. C'est Ambry, c'est Langnau, c'est Ajoie, c'est Cloton. Voilà. C'est ça. Philippe, ça sera toujours la même chose. Maintenant, si vous dites à la fin de la saison qu'Ajoie seront 12e, ils signent tout de suite. C'est ça. Bien sûr. Faut pas l'oublier. On continue à construire. C'est ça. Exactement. Bon, voilà pour on va à Bienne. Juste pour finir avec Ajoie. Le programme. Juste pour finir à Ajoie, ils vont à Cloton. Mardi. Ça, c'est un match intéressant. C'est très important. Très important. Aussi, d'ailleurs. Et vous vous rappelez l'année dernière, le match perdu à Cloton, là, ils gagnaient et puis ils se sont fait remonter, ils ont perdu sur la fin. C'est juste. Ça reçoit Berne. Alors là Berne, c'est fort. Ça commence à être pas mal et ça va à Rapperswil. Donc voilà. Et vraiment, à Cloton, cette semaine, c'est un match très important pour le HC Ajoie. Bon. Bienne. On va avec Bienne. Alors, cette semaine, ils n'étaient pas très contents de leur semaine, selon Gaëtan Haas. Perdu à Zurich, où ils ont été mauvais, vraiment. Zurich est très fort, mais ils n'ont pas touché le puck. Perdu 4-1. Perdu au penalty. Alors, c'est mitigé, parce que quand ils se sont mis à jouer en troisième période, ils sont revenus au score. Et puis, en prolongation, ils auraient même pu l'emporter. Donc, ils perdent au penalty 6-5. C'est une piqûre de rappel. Par contre, ils ont remis l'église au milieu du village contre Davos. Ils ont été solides, gagné 3-0. Donc voilà, Sateri, 95,41. Il est dans les standards de l'année dernière. Puis il a déjà quelques blanchissages, donc ça veut dire qu'il est très bien. Après, c'est du bien. Rayala 5 points, Brunner 3 points, Lefson 3 points, Buren 3 points, Ischier 3 points, Radgeb 3 points, Forster 3 points, Delémont 3 points. Buren 3 points, réparti, 4e buteur. Buren 3 points. Ouais, comme d'habitude. C'est pas mal. Un joueur qui vont chercher, on se dit oui, pas mal à Ambry, mais voilà, pour Buren, il a 4 points. Pour un finaliste. Ouais, pour un finaliste, et puis finalement il se retrouve à progresser, puis à avoir du temps de jeu, et puis dans le style de Bienne, ça lui correspond peut-être. Donc voilà. Ouais, Bienne fait du bon Bienne. Ouais, il fait du bon Bienne, mais c'est bien réparti. Ouais, mais Yakovenko blessé, Offer blessé, Poniemi blessé, et Love qui est en train de revenir à la compétition. Donc malgré tout ça, ils sont 5e du championnat avec deux défenseurs très importants dans l'équipe, un de tes meilleurs joueurs suisses, et puis ta recrue star étrangère qui sont pas là. Donc comme d'habitude. Voilà. Encore une fois, Bienne, c'est une équipe qui fait pas trop de vagues, qui fait pas trop de bruit, mais qui c'est finalement peut-être ça le truc, travailler dans le calme le plus total. Ouais. Après, calme le plus total. Je pense que dans les autres clubs, c'est plus compliqué. Mais il y a une forme de pression quand tu es à Bienne quand même, parce que les gens ils sont en attente parce qu'ils sont arrivés en finale. Mais déjà, ce qu'il faut aussi peut-être préciser, c'est que ce qu'on peut aussi dire, c'est que Gaëtan se fait un début de championnat étincelant. Il met pas beaucoup de goals, il a 2 points, mais par contre, il en met des importants, puis il a une attitude tellement un petit peu, un peu comme Berchi de l'autre côté. Ouais, il a un gros volume de jeu. Et puis moi, c'est vrai que moi j'avais noté, c'est vrai.
bon déjà Offer, il n'a pas fait le début de saison de la saison passée, et plus tous les blessés que tu as annoncés, donc ça veut dire que 5e, il s'en sort vraiment très bien. Et puis globalement, moi je dirais que c'est quand même des bons débuts pour Matikainen, parce qu'on l'attendait au contour. Voilà, avec tout ce qu'on vient de dire, avec un nouveau coach, moi j'ai pas l'impression, quand on regarde les matchs, que les joueurs à bien ils font la gueule ou quoi que ce soit. Donc après, je pense qu'il avait un bon groupe évidemment, mais ça fait rien. Je trouve que voilà, il s'en sort plutôt bien. Et puis on l'a dit, on le redit, mais ils peuvent s'appuyer sur 2 gros gardiens. Donc je pense que s'ils restent dans le coup, bien, ils seront au rendez-vous. Moi, je dirais dans le top 6. C'est ce qu'on va faire. JVP, il est à 90,20. Il était pas content de sortir. J'ai bien aimé voir sa réaction à Joie parce qu'il se fait sortir. Et du coup, il montre qu'il a du caractère, c'est bien. Après, la problématique à Bienne, c'est quand même 18 joueurs en fin de contrat. Donc, c'est une problématique qui, comme on a dit hier soir sur le plateau de Léman Bleu, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que tu recherches un contrat et tu peux être très performant, ou tu es en attente et puis ça peut te perturber parce que tu as envie absolument de rester à Bienne. Parce que je suis sûr que dans les 18, il y en a pas mal qui veulent rester dans ce club qui est très confortable finalement. Donc voilà, ça, Steinegger doit régler ça. C'est là que Stoney doit être bon. Il doit être bon et régler certains cas rapidement pour éviter un petit peu des complications au niveau du mental. Bien, voilà pour alors Bienne va à Fribourg, Bienne reçoit Langnau et Bienne va à Berne. Alors, Fribourg-Bienne, c'est le match des villes bilingues. Alors, vous avez 2 tiers de sérieux et de rigueur à Bienne et 1 tiers de créativité. Et Fribourg, c'est le contraire, 2 tiers de créativité, 1 tiers de sérieux. Mais dans le fond, comme pour le langage, allemand, français. Mais dans le fond, ça fait 2 équipes créatives. Vous êtes dans quel tiers Moi, je suis même pas un bâtard, je suis un corneau, je suis un mélange pas possible. Mais tu es belge. C'est le cousin Van Pottelberg. C'est ça, Van Pet. Bon, ça c'était pour Bienne. Je rappelle quand même, on va quand même le répéter encore une fois, nous sommes donc toujours à Nyon, aux têtes de course, c'est le Bike & Coffee de l'avenue Viollier, pas très loin de la gare. On y est comme tous les lundis. Et encore une fois, pour l'entier de cette saison 2023-2024. On a parlé de Genève, on a parlé d'Ajoie, de Bienne, on va parler de Fribourg maintenant, justement. Exactement. À la veille du match Fribourg-Bienne. Alors, Fribourg, déjà on va parler à titre individuel, mais juste pour vous donner un petit peu des stats, mais Guido c'est 6 points, Sorensen 5 points, Delarose 5 points, donc on parlait des étrangers de certaines équipes, Berti 5 points, Borgman Sorensen 3 points en un seul match. Ouais, mais Borgman 5 points, Marchand 4 points, Valzer 3 points, Motet 3 points, Gunderson 2 points, Walmark 2 points. Un peu comme Lausanne, hein. Donc très réparti avec les joueurs importants au rendez-vous. Ensuite, 7e powerplay. Ça s'améliore au fur et à mesure des sorties, je trouve. Mais c'est insuffisant. C'est très insuffisant. 10e box-play. Donc là-dessus, ils sont 2e du championnat, mais en étant 7e powerplay, 10e box-play et 10e au face-off. Donc 4e attaque et 9e défense. Donc il y a beaucoup dans les situations spéciales, dans les situations statiques ou dans le jeu défensif, il y a beaucoup d'améliorations encore à amener à Fribourg. Et ce qui me dit qu'avec le début de championnat, les adversaires rencontrés, ils se retrouvent quand même 2e du championnat, il y a de la marge. Donc il y a des possibilités, cette équipe peut faire une très bonne saison. Déjà ils font un hold-up contre Lausanne, premier match, parce qu'ils auraient dû gagner Lausanne. Oui, c'est Béra ils ont trouvé déjà... Mais c'est pour ça que j'ai un hold-up en début de saison, et on a retrouvé un petit peu de la baraka qui leur avait permis de bien figurer il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ils ont 7 ou 8 matchs, sauf erreur de mémoire, où ils avaient été ultra dominés, puis ils avaient gagné sur la petite marge. Sauf qu'il y a 2 ans, ils auraient gagné à Zurich au penalty, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. Ouais. Bon, après, franchement, Zurich en ce moment, ils sont quand même pas mal injouables. Ah bah oui, absolument. Mais par contre, moi, je viens de découvrir un truc, c'est que Sorensen écoute le premier bloc. Ah oui. Bah oui, parce qu'en fait, rappelez-vous ce qu'on disait avec Mika Ngoy, c'est insuffisant. Voilà, le lendemain, il en met 3. Après, ils ont aussi un peu profité, un peu comme Lausanne dans Genève, insuffisant. Et puis, pour la confiance, ça a été bon. Alors, si on compare les 2 matchs contre Genève, ils ont été meilleurs Genève que Fribourg. Genève, Lausanne, c'était la zone neutre où c'était pas de gap, c'était des boulevards. Et puis après, ce qui a fait la différence, c'est dans le jeu défensif. Genève a très très mal joué à Fribourg défensivement, avec en fait, ils étaient des fois complètement hors de position ou très agressifs, et ils laissaient complètement le slot libre. Et il y a eu tellement de situations favorables où ils se sont retrouvés dans des situations vraiment des très bonnes situations pour marquer. Donc
c'était ça. En fait, pour moi, ces deux matchs, c'est l'adversaire, la faiblesse de l'adversaire qui a fait la qualité de l'équipe. On reviendra après avec Lausanne sur les autres matchs qu'ils ont joués. Et du coup, mais ils en ont bien profité au sens pour la confiance. Pour la confiance. Et puis moi, je dirais qu'il faut quand même pas oublier qu'ils ont eu une très grosse victoire à Ambry. Gagné 3-2 à Ambry en début de saison. Quand l'énergie, c'est full power à Ambry, il faut aller les gagner. Berchi. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Alors, moi, j'ai marqué Bergman, l'air de rien, c'est 6 matchs, 5 points, 2 goals, 3 assists. Il me plaît de plus en plus. Franchement, c'est une belle adaptation. Au début, je disais il faut qu'il se mette les doigts dans la prise parce qu'il était très inconstant, mais là il commence vraiment à bien jouer. Et puis moi j'ai marqué un truc, c'est vrai que quand les hommes forts ils sont forts, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ce que tu disais au début au niveau des stats. Et aussi la bonne surprise, je trouve qu'enfin c'est Delarose qui fait enfin un bon début de championnat. Alors c'est son deuxième, mais je trouve qu'il est décisif et ça c'est très important. Mais t'as vu avec qui il joue? Ouais, bien sûr. Berchi et Di Domenico, parce que Di Domenico, c'est le Di Domenico d'il y a 2 saisons. C'est le bon Dido, exactement. Avec Fribourg. Après, moi, je dirais, j'ai un léger bémol, c'est juste Sprunger à 6 matchs en assist. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour lui en ce moment. Et puis, ils sont quand même portés par un Berra un grand Berra. Voilà, surtout qu'en plus, il ne faut pas qu'on oublie qu'il vient de blessure. Alors, le guillemets bémol, c'est que Rueger est prêté à Turgot. J'espère juste que Berra, du coup, va pas jouer tous les matchs, parce que ça serait peut-être pas une bonne idée pour son dos. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un beau début de championnat. Je regrette juste aussi que Bikov soit blessé parce qu'il avait fait un bon début. Alors, j'espère qu'il viendra. Et le tout, toujours devant un public nombreux. Exactement, vraiment, ça pousse. C'est impressionnant. À chaque fois, c'est guichet fermé. C'est 9009 spectateurs. C'est très, très impressionnant. Encore bientôt inaugurer une tribune où on va augmenter de 200 places, 250 places, je crois. Juste. Oui, ben voilà. Donc demain, si vous écoutez l'émission en rediffusion peut-être ce soir, donc Fribourg contre Bienne. Derniers résultats. Reçoit Bienne. Voilà, donc les derniers résultats quand même entre les deux équipes. La dernière fois qu'elles se sont affrontées, le 24 février, c'était 3-0 pour Bienne. Le 17 janvier, c'était 6-1 pour Fribourg. Ensuite, Bienne s'était aussi début janvier imposé à Fribourg sur le score de 6-3. C'est assez équilibré, mais l'avantage de la glace, l'avantage de la glace ne joue pas énormément dans les confrontations entre les deux équipes, en tout cas historiquement parlant. Pour finir avec Fribourg, on n'a pas parlé de ça, mais donc ils avaient gagné à Ambry 3-2 le mardi, gagné 7-1 contre Genève et perdu au penalty donc à Zurich. Ils ont battu Lugano, non? Non, ils n'ont pas joué ils ont pas joué Lugano. Ils avaient gagné à Ambry. Non, Fribourg a battu Lugano 4-1. Non, c'est Lausanne. Non, cette saison, Lugano a gagné à Fribourg 5-2. Voilà, je m'excuse. Non, mais cette semaine, ils ont été gagnés à Ambry, ils ont gagné 7-1 contre Genève et ils ont perdu au penalty contre Zurich. 2-1, donc 7 points sur 9, bonne semaine. Là, donc ça reçoit Bienne, ça reçoit Zug et ça va à Langnau. Donc 6 points, ça serait bien. 6 points, ça serait pas mal. C'est ça. Ouais. Messieurs, on a, comme d'habitude, on va dépasser, mais c'est pas grave. Je vais même plus le dire, je crois. Donc Lausanne. On va avec Lausanne. Ah oui, allons-y. Alors bravo d'abord. Ouais, non mais déjà... Ils sont en tête du championnat, les gars. Ouais, c'est très bien, mais alors, moi je voulais parler de ça, parce que pour moi, quand ils ont gagné contre Langnau et contre Genève, c'est des belles victoires, mais c'est pas ça qui m'a convaincu. Ce qui m'a plus convaincu, c'est d'aller gagner à Cloton dans un match difficile. Match qu'ils auraient perdu dans le temps. Exactement. Et Holdener qui marque encore un goal chanceux mais décisif. Donc ça, c'est une bonne chose. Ton 4e bloc te fasse gagner des points. Et après, pour moi, le match le plus important, c'est contre Lugano. Pourquoi ? Première période, 17 shoots pour Lugano. Hughes a été impérial. Et surtout, on a laissé passer l'orage. On était un peu moins bien en ce début de match. Et moi, ce qui me fait vraiment changer un petit peu d'avis, c'est 2 choses. La performance de Punenov et les engagements décisifs. Il y a eu des moments où c'était la panique. Et tous les engagements très importants, soit sur un icing, soit sur des situations où Lugano a le vent dans le dos, Lausanne gagne l'engagement. Donc là, les lignes de centre ont été un petit peu changées. Et on reviendra un petit peu sur la composition des lignes, mais moi je suis assez impressionné par le premier bloc en fait. Suomela, Salomaki et Kovacs.
Parce sur Meula, on attendait fort, mais moi je n'attendais pas aussi fort, pas à la finition, mais j'attendais pas aussi fort à la passe. Mais évidemment à la qualité de la passe, mais à la vitesse de pensée. Et des fois, il est même trop subtil pour certains. Salomaki fait un excellent début de saison et surtout, il fait le travail pour les deux autres. Et Kovacs, à la finition, c'est un vrai buteur. On en avait parlé l'année dernière. Donc ça, déjà, tu as un premier trio qui marche très très bien. Rafraîchissez ma mémoire. Est-ce qu'on a souvent vu Lausanne la saison passée jouer avec 3 étrangers dans le même premier bloc? Oui, ça arrivait. Ça arrivait en début de saison. Si, ça arrivait en début de saison. En début de avec saison. C4. Ouais, il y a eu plusieurs fois où il les mettait en et puis au début, c'était C4 qui était avec eux là, sur ce début de saison là. Ouais. Mais ça allait pas. Et puis, ça c'est le premier point. Deuxième point, les 2 défenseurs étrangers. Donc la qualité de la première relance. Et comme par hasard, d'un coup, tu as des mecs qui marchent très très bien. T'es 2 étrangers, puis tu as des joueurs suisses qui suivent. Frick, il a sorti des passes magnifiques. Sur les 3 premiers buts. Enfin, Jaguer. Vous savez comme je l'adore ce joueur. Enfin, je le vois à son niveau et ça me fait tellement plaisir parce que moi, je pense qu'il peut jouer en équipe suisse un jour. Vraiment s'asseoir parce qu'il a, il a un peu faible, il a une telle vitesse. Non, mais vraiment. Donc là, c'était vraiment intéressant. Après, je reviens sur une chose, c'est la ligne de centre. Suomela, Rochette, Jaguer, Almon. Je vous avais dit en début de saison que Almon il serait important et j'ai l'impression qu'on le valorise et en fait Almon il joue très très bien avec son bloc. La seule interrogation sur ce match-là, sur le dernier, c'est moi j'ai trouvé dur d'avoir moins de temps de jeu pour Boson et de faire jouer Keynes. Ça c'était. Il était benché en fait. J'ai trouvé, il a joué quand même un petit peu, mais j'ai trouvé ça dur. Après Fuchs à l'aile, moi je préfère. Parce qu'il n'a pas de responsabilité défensive et je trouvais que dans le plus-minus, il était vraiment en difficulté et les 4 centres prennent beaucoup d'engagement. Aux engagements, ils sont 2e de la Ligue avec 53,18. Et c'est pas par hasard. Et c'est surtout, ça c'est une stat. Mais si on analyse la stat, c'est surtout les engagements importants. Au premier tiers, si Hughes n'est pas dans un grand soir et si on gagne pas des engagements importants, peut-être qu'on peut se retrouver rapidement mené de 2-3 goals et c'est pas le même match. C'est là-dessus où ils ont tourné la situation. Et évidemment, quand tu fais un bon début de saison, après la confiance vient. Exact. Donc du coup, voilà. Pour conclure, pour moi, le match qui est très très important, qui m'a convaincu, c'est le match de Lugano. C'est pas les premiers matchs, c'est pas l'adversaire. Bon, Cloten aussi. Hein, non mais c'est pas Langnau et c'est pas Genève qui était vraiment. Les 2 équipes étaient mauvais en face. C'est vraiment le match du Lugano par rapport à la configuration du match. Ce genre de match, ils l'auraient perdu l'année dernière. Ils ont de la confiance. Maintenant, attention. C'est qu'un début, ouais. C'est qu'un début et il ne faut pas commencer à s'enflammer. Carton Rouge a fait un article, moi j'aime beaucoup leur humour, mais c'est exactement ça. Ne t'enflamme pas, mais c'est exactement ça. Parce que ça peut aller très vite dans l'autre sens. Ouais. Mais là, il y a tout pour bien faire. Pour vous, le match référence, c'est donc ce match contre Lugano, c'est-à-dire le dernier match. Ouais, le dernier match. Par les Lausannois, parce qu'au début de saison, on était un peu inquiet après la dernière défaite. Non, pas inquiet. Disons, après le Cloton-Lausanne 6-3, dernier match préparation, vous avez dit attention. 3-1, voilà. il y avait 3-1. Ou bien 3-1, oui, c'est ça. 3-1. Et puis ensuite, effectivement, Lausanne perd à Fribourg, perd un point à Fribourg, alors que Lausanne aurait dû gagner. Ouais. Ensuite, vous avez la défaite à Berne 4-1. Et puis tout à coup, les 4 victoires, dont la dernière contre Lugano. Exactement. Mais peut-être préciser aussi une chose, c'est que Lausanne, ils ont été moins bons quand ils ont perdu la bataille de la zone neutre. Et c'est exactement ce qui s'est passé contre Genève. Contre Genève, ils les ont pas du tout filtrés. Et là, tout d'un coup, on a vu les joueurs qui savent jouer à Lausanne parce qu'ils sont arrivés en vitesse, en possession. Mais par contre, moi, j'ai une statistique parce que Laurent a donné plein de statistiques, mais il y en a une qui est intéressante. C'est les statistiques de shoot. Lausanne a shooté 235 fois au goal. La 2e équipe derrière, c'est Berne à 181 shoots. Donc ils ont mis les shoots sur rafale. Ils shootent tout le temps. Ils shootent. Alors 20% de plus. C'est là-dessus où on m'a interpellé plusieurs fois. C'est quand je parle de qualité de jeu. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est quand on est contre un bon adversaire, voir le goal qu'il y a eu hier avec Malguin. Une séquence où le puck ressort, on se réorganise, on retourne, on presse, on pinch, on couvre. D'un coup, hop, et on arrive à sortir du coin en gagnant de possession du puck. Il y a un intervalle avec un défenseur. Et c'est là-dessus où je disais en début de saison, ils prennent énormément de shoots. Mais c'est du jeu nord-américain, c'est ça que je voulais dire. C'est pas du jeu finlandais. Oui, mais t'as pas une équipe
pour avoir un jeu nord-américain. Tout à fait, non. T'as pas une équipe. Si ils ont la possession et s'ils tombent de nouveau contre Berne, qui est très agressif au niveau de la zone neutre, eh ben garde le puck. Ouais. Garde le puck parce que Reviens derrière, reconstruire. Zurich hier, ils ont tué Lugano dans la possession de puck. Ils ont privé. Ils ont été. Ils ont fait un skate-a-thon Lugano hier soir. Ils n'ont pas eu le puck. Donc c'est là-dessus où moi le recrutement il est cohérent. L'équipe elle marche bien. Le coach il a trouvé son line-up. Maintenant le match de Langnau et de Genève, ça fait très plaisir de mettre des casquettes aux champions en titre, mais c'est pas les matchs références. Les matchs références, c'est quand ça va pas très bien, quelles sont les solutions pour gagner quand même contre Lugano. Et c'est ce qui a été fait avec Hughes. On avait émis des doutes. Maintenant, on va voir sur la durée, mais le fait d'avoir une alternance, les deux gardiens font le job, et surtout le replacement de certains joueurs à certains postes. Ouais. Je parle de la ligne de centre, par exemple. Alors justement, à ce propos, j'ai trouvé intéressant contre Genève. Il a mis Rochette devant le goal alors qu'avant il était à l'aile. Et il s'en est très bien sorti, notamment dans le jeu physique sur le pipi où il s'est fait frapper. C'est pas un gros gabarit, on le sait. Donc ça veut aussi dire que moi j'ai bien aimé son attitude. Visiblement, il n'a pas râlé. En plus, il met une super déviation. Mais voilà, ça veut aussi dire que tout d'un coup, tu demandes à un jeune joueur de changer en fait son positionnement. Ça s'est très bien passé parce qu'avant il jouait à l'aile, maintenant il l'a mis devant le goal. Il jouait sur un côté. Ouais. Après, c'est vrai que c'était un match où tout allait bien. Il faudra aussi voir quand c'est plus compliqué, mais n'empêche que Rochette a fait un très bon match à ce poste. Il fait un bon début de saison comme plein d'autres, mais c'est un jeune. On oublie des fois, il faut aussi le mentionner. Ça fait longtemps qu'il y a des jeunes. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des jeunes Lausannois qui ont fait un bon début. Déjà, ils jouent et en plus ils jouent bien. Alors voilà. Après, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on verra un petit peu aussi quand justement le jeu il sera un peu plus physique parce que pour l'instant il y a un joueur qui joue très bien physiquement d'ailleurs, c'est Salomaki. Franchement il est Almond, je trouve très intéressant aussi sur et un quatrième bloc. Qui s'en sort un peu moins bien, mais voilà, c'est ses catchs. Pour l'instant, c'est le joueur le plus emprunté au niveau des étrangers. Moi, j'ai trouvé. Et puis bon, pour l'instant, c'est vrai que les gardiens, ils s'en sortent plutôt bien aussi. Très bien. L'alternance. Première attaque, 7ème défense. C'est ça. 5ème powerplay. Donc, mais 5ème powerplay, t'as Semela qui est arrivé, Rochette, donc déjà ça change pas mal de choses offensivement. Et Juice et Piloute à la ligne bleue. 5ème box-play, donc dans des bons standards. 2ème au face-off, on en a parlé. Après, attention à une chose, une stat, on en avait parlé l'année dernière, toute la saison ça a été comme ça. C'est l'équipe la plus pénalisée, aussi bien sur les mineurs que sur les majeurs. Ouais. Et ça, il faut ça c'est t'es premier du championnat, tu dois corriger ce genre de choses. Même si tu mets beaucoup d'émotion et d'intensité, tu dois améliorer ça. Mais tous les signaux sont ouverts. Maintenant, là, c'est une bonne semaine. Ouais. C'est une très bonne semaine parce que là, on va pouvoir voir. Ça va en Brie, c'est toujours compliqué. Hein. Ça reçoit Zurich. Alors moi, le match de jeudi, je serai devant ma télé. Je suis impatient de voir parce que là, ça va être vraiment deux très belles équipes. En forme du moment. En confiance. Lausanne-Zurich. Lausanne-Zurich. Et dimanche, ça va à Davos. Le match de Léman Bleu. Non, pas de France, c'est l'autre. Nous, le soir, on a Zug Genève, c'est le dimanche après-midi. C'est bien aussi. C'est le dimanche après-midi où il y a Lausanne qui va à Davos. Donc voilà, tous les signaux sont ouverts. Deux choses, attention aux pénalités et attention à l'humilité. C'est super. Je pense que ça reflète un peu ce qu'on a voulu faire au niveau du line-up. Maintenant, voilà. Attention à ça. Après, tes stats du powerplay, ils sont quand même un peu tronqués parce que le deuxième match à Berne, je crois qu'ils ont 6 powerplay où il met trop qu'un. Donc ça veut dire que sur les 3 derniers matchs, ils ont été méga efficaces. Puis ils ont retrouvé surtout Juice et Piloute à la passe qui sont vraiment bons sur les deux pipis. Et ça, c'est exactement ce qu'ils espéraient. Parce que des fois, quand tu espères quelque chose, sur la glace, tu n'as pas forcément la même chose. Mais il faut que ça l'année dernière, on parlait de l'étranger en défense, Garnat. Ouais, bien sûr. Et moi, je crisais sur le powerplay parce que je trouvais qu'il ne savait pas patiner en latéralité. Ouais. Et quand vous bougez le puck en latéralité, ça ouvre les lignes de passe. Et Piloute et Juice, ils sont très efficaces et ils ont été pris pour ça. Piloute, je suis un peu impressionné. Je ne m'attendais pas à autant de qualité technique au niveau de la passe. Par contre, je le pensais un peu plus physique. Donc voilà, mais après, on a des gros bonhommes, Marty, Edner, Yelovac. Donc finalement, on n'a pas vraiment besoin qu'ils jouent extrêmement physique. Ouais. Alors, moi, j'ai une dernière chose à dire. C'est peut-être la petite ombre au tableau, c'est que Sidler a été surnuméraire. Et c'est mal fait. Il était marqué surnuméraire en tout cas. Il n'était pas blessé ? C'était marqué surnuméraire, ça fait le match. Il n'était pas dans les blessés. Ce que je trouve juste dommage parce que voilà, typiquement. Mais après, ils sont aussi. Il est aussi victime d'une défense pléthorique. Hein. Ils ont beaucoup de bons joueurs en défense. Et Genadzi,
qu'on avait mis au placard en disant que c'était terminé. Capitaine. Et il fait un bon début de saison. C'est ça. Il fait un bon début de saison. Qui a mis Non, mais pas nous. Non, pas nous. Mais il disait que c'était l'année de trop, etc. Et je le retrouve comme il y a 2 saisons avec de l'énergie. Puis voilà, capitaine. Bon, capitaine. Moi, je trouve que c'est complètement logique. Ouais. Genadzi, 10 ans de l'acheter. Ouais. C'est quand même dingue. Hein. Incroyable. Enfin bref, ce mardi, déplacement quand même pas coton du côté de la Gotterdo Arena. J'ai été rechercher un peu dans mes statistiques. C'est quand même très serré entre les deux équipes. Je me suis arrêté à 13 matchs. Depuis une victoire écrasante lausannoise à Ambry 6-0, il y a eu 13 matchs depuis. Et sur les 13 matchs, 11 se sont terminés avec un seul but d'écart. C'était la fameuse série pour les pré-playoffs. Ça avait été très chaud. Hein. D'ailleurs, 11 sur 13. D'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Christian, la fameuse série. Donc, j'ai regardé mercredi soir le superbe reportage de MySport sur Sverger. Ouais, c'est dur. Moi, franchement, j'étais dans mon canapé, j'étais scotché. Et en fait, je pensais à Edner, en fait. Je me disais, mais si regarde ce reportage, comment tu te sens hein. Comment tu te sens, et avec les paroles de Madame Sverger, comment tu te sens, et si d'un coup ça se reproduit, est-ce que tu vas mettre la même intensité ? Parce que on en a tous eu des commotions, hein. Nous sans doute pas soignés, c'est pour ça qu'on est un peu à la masse, mais franchement, Christian est témoin de ça. Nous on avait un joueur fantastique qui s'appelait Kevin Orellana. Ce joueur-là, il est parti de Lausanne, il est arrivé à Berne en junior élite et en préparation et puis sur la glace. Hein, d'un coup, il a tellement plu à Berne qu'ils l'ont mis sur le premier bloc avec l'étranger. Et il a pris une commotion. Et du coup, le nombre de fois il était dans notre bureau et on devait discuter, et on avait fait venir Fabien Guignard qui était passé par là, et on avait du mal à comprendre ce qu'il voulait nous dire. Et Fabien, en fait, après avoir vécu des grosses commotions, a pu discuter avec lui. On a trouvé un petit peu un consensus, mais ça peut être très très violent au niveau humain, ce genre de blessure. Et bien, d'ailleurs, il nous écoute tout le temps. On le salue. Et il est maintenant entraîneur au Mouvement Junior. Oui, il entraîne à l'U15. Et Dominique Sverger, et ce sont nos collègues de la RSI qui l'annoncent aujourd'hui, devrait faire ses débuts dans cette saison 2023-24 contre Lausanne ce mardi. Tant mieux, moi j'adore ce joueur. J'adore ce joueur, et franchement, des reportages comme ça, c'est glaçant, mais à la fois c'est tellement enrichissant, ça te fait beaucoup réfléchir. Chapeau à l'éditorial là, parce que franchement, moi j'étais scotché dans mon canapé, j'ai regardé ça avec grande attention. Et puis surtout, Sverger, c'est le cœur d'Ambry, et comme quoi tu peux être autrichien et être tessinois, hein, ça, comme quoi ça veut rien dire. C'est le gars le plus aimé de l'équipe et du public, et en fait il est très important. Il était juste phénoménal à Spengler l'année passée. Des divers, parce qu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Alors, moi je voulais juste, il y a un divers qui m'a bien fait marrer, c'est sur David Reinbacher. En fait, déjà, alors moi j'aime bien suivre. Ça va être le feuilleton. Ah non, mais c'est hallucinant. Non, mais alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il est très malin, ce gamin. Il est très, très malin. Bien sûr. Et déjà, il est malin avec les médias. Et il a tout le temps un peu ce rire sud qui comprend pas les questions, elle a sa casquette en arrière et tout. Alors là, après le deuxième match du camp des recrues, il a dit « Ah, c'était la première fois que je voyais une bagarre. » Mort de rire. Avec Laurent, c'est lui qui a fait la bagarre contre Lotten. Parce qu'il a peur de rien. Il a vraiment peur de rien. Et c'est vraiment un gars qui s'est fighté. Alors je dis pas que c'est un fighter de NHL, c'est pas la même chose. Mais voilà. Donc chaque fois, quand tu lui poses une question, on dirait qu'il tombe nulle part. Il dit il fait la hurie. Il joue à la boîte. Et là, la cohorte de supporters de Montréal lui disent « Mais écoutez, on aimerait bien savoir une chose. Comment est-ce qu'on prononce votre nom ? C'est Reinbacher ou Reinbacher ?» Et puis lui, il répond c'est comme vous voulez, as you want. Hein. Puis il dit alors, par exemple, Reinbacher, ça vous va ? Ouais, si vous voulez. Puis ouais, mais il répond pas vraiment à la question, il fait exprès. Puis à un moment donné, ils disent ouais, mais comment vous le dites vous ? Puis lui, il le dit avec son accent allemand, Reinbacher, exact. Puis il dit ouais, mais par exemple, quand vos copains, vos amis, ils vous appellent comment ? Puis il répond David. Et puis après, il continue, il dit. C'est juste. Non, et puis après, c'est drôle parce qu'il dit. Autrement, il y a encore d'autres questions. Donc il joue avec la presse, il est très malin. Ça pour dire, ça m'a bien fait marrer. Mais au-delà de ça, il y a quand même parce qu'on a parlé, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est qu'il a pris pas mal de poids, de masse musculaire. Et il y a un cas un peu similaire en ce moment, c'est Juraj Slavkovski, qui était numéro 1 de la draft.
Et lui, alors, il a paumé à peu près 6-7 kilos parce qu'ils lui ont tellement dit de prendre du poids que forcément, il est devenu trop massif et il n'allait pas assez vite. Donc, je veux simplement dire aussi, c'est que c'est juste pour expliquer un peu l'univers montréalais et puis juste pour expliquer aussi à quel point tout est commenté, tout est... Mais voilà, la tendance, c'est ce qu'on dit la dernière fois, c'est que en NHL comme en Suisse, le jeu est devenu très rapide et si tu es trop lourd, tu vas forcément à un moment donné te payer. Donc voilà, Reinbacher qui a pris pas mal de poids, mais lui, il pouvait en prendre. Et puis de l'autre côté, Slafkovský qu'on a perdu. Alors voilà, maintenant, le vrai camp commence officiellement. Et la grande question, c'est est-ce que Reinbacher va... Parce que maintenant, la presse... Reinbacher, exact. David. Il y a la presse, ils disent ça sert à rien de l'envoyer à Cloton, il faut qu'il fasse son expérience, il va beaucoup plus apprendre, blablabla. Donc voilà, c'est le débat enflammé. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus plus qu'autre chose. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, à Cloton, il a fait une bonne saison l'année passée, mais il a encore des choses à prouver aussi à Cloton. Après, dans tous les cas, il va apprendre et moi, je pense que ça sera certainement un bon défenseur. Et puis, quand même dire un truc, ça fait partie du deuxième divers, ça concerne l'autre joueur autrichien qu'on a vu à l'œuvre hier soir avec Zurich, qui était juste incroyable, c'est-à-dire Rohrer. Vincenz Rohrer. 19 ans, 2004. 73 kilos, donc c'est une plume. Et il a été drafté par qui ? Montréal. Donc, je sais pas, les Montréal Canadiens, ils ont un abonnement avec les joueurs autrichiens, je sais pas. C'est bizarre, mais en tout cas, tout ça pour dire que le gars, hier soir, avec Zurich, commenté par... il y avait un plateau avec Laurent et justement que j'ai suivi. 27 secondes de pipi, il a mis un goal de toute beauté, exceptionnel, et il a aligné sur le deuxième bloc. Donc de nouveau, encore une pépite, et moi ça me fait plaisir. Avec une Stinkov en défense exact. Qui jouait avec Koukan. Hier, Zurich fait une démonstration avec deux jeunes, donc en plus ils mettent des jeunes, je trouve ça vraiment remarquable. Après, c'est des gars hyper talentueux, on est bien d'accord, mais si on réfléchit bien, ça fait maintenant... le petit Ramel aussi qui est à Zug. À Cloton. À Cloton, pardon, ouais. On a dit qu'il y avait justement Rohrer, encore Rochette qui est jeune. Enfin, des jeunes joueurs suisses. Canonica, Verboon. Voilà. D'ailleurs, encore Cormier. Ouais. Voilà. Comme quoi. Ex-Genève, Verboon. Ouais, exactement. Ouais. Mais je crois que c'est un Canado-Suisse à la base. Par ça. Mais tout ça pour dire que c'est bien. Il y a aussi des jeunes. Et puis hier soir, que Zurich gagne. Et puis, mais je sais pas si vous avez vu le goal qu'il met. Mais de toute beauté, one-timer. En plus, à cet âge-là, être sur le powerplay avec un entraîneur un peu old-style, je pense qu'il faut être vraiment très fort. Voilà, c'est bon pour les divers ? Yes. Alors, moi, on va conclure. Alors, moi, j'ai une petite pensée émue puisqu'on a commencé les matchs de pre-season. Donc, comme vous l'avez dit, en Amérique du Nord, petite pensée émue aux joueurs de Vancouver qui ont dû mal dormir cette nuit après avoir pris 10-0 contre Calgary. Mais ça, c'est normal, c'est l'avant-saison. Mais 10-0, c'est quand même sec. J'avoue, ça n'a pas plombé l'ambiance. Ça plombe un peu l'ambiance. Bon, voilà, messieurs, merci après, beaucoup. Bien a fait pas mal non plus, puis ils ont été bons. Ouais. C'est terminé pour ce premier bloc. Merci beaucoup. Bye bye. Oui, bye bye. Ouais. Bon, puis n'oubliez bonne pas semaine. que le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux jeudi Lausanne-Zurich. Ouais. Vraiment un gros match. Ouais. Et puis regardez bien le classement, ça fait quand même plaisir. Et on peut donc dire vive le hockey roman. Et pourvu que ça dure. Allez, excellente fin de journée à toutes et à tous. Vous pouvez nous écouter plusieurs fois en radio, sur la chaîne YouTube. D'ici quelques instants, vous y êtes déjà puisque vous nous entendez sur le site internet planethockey.com où on vous donne les informations les plus cruciales de la journée. On se retrouve pour un nouveau premier bloc lundi prochain. Mais n'oubliez pas de regarder régulièrement le site parce qu'on va vous proposer des nouveautés, comme je vous le disais en début d'émission. On vous en dira plus par écrit sur le site planethockey.com. Excellente fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt. Bye.